Écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette belle journée pour accueillir un autre regard qui, en même temps, vous allez voir, rentre complètement en résonance avec tous les questionnements qui se sont posés depuis ce matin et surtout cette table ronde de ce début d'après-midi. Alors, on avait pensé effectivement faire en sorte que les retours d'expérience des paramédicaux illustrent la question de la coopération. La coopération qui est un mot très noble, c'est-à-dire travailler à partir d'un projet de l'autre, et pas pour soi, mais pour un projet de quelqu'un. Donc avec aussi, entre autres, les équipes qui prennent en charge les patients. On s'est proposé un ordre de prise de parole qui nous faisait sens et j'espère que les personnes y trouveront également du plaisir. Un binôme qui s'est construit dans le hasard aussi des rencontres dans le travail, qui a exploré une façon de collaborer et qui a perduré dans le temps. On a avec nous donc Cécile Barthes et Laurent Pavago. Mais qui êtes-vous? Comment vous avez commencé à travailler ensemble et qu'est-ce qui vous a apporté à développer, à continuer cette collaboration? Donc Cécile Barre, aujourd'hui je suis infirmière à l'équipe mobile de soins palliatifs de Bagatelle jusqu'en 2022, mais de 2018 à 2022, j'étais infirmière coordinatrice sur la plateforme des HAD. Et c'est donc à cette occasion que j'ai rencontré Laurent, qui lui était à ce moment-là. Et je te laisse la parole. Oui, j'étais donc Laurent Pavageau. J'étais à l'époque sur l'équipe mobile de soins palliatifs. Bon, alors, à l'heure actuelle, là, je suis infirmier de coordination en cancérologie sur le CHU. C'est juste voilà une présentation parce que ça me semble assez important de se présenter, surtout dans le cadre d'Ecotone, justement. Mon travail à l'heure actuelle depuis 3 ans, c'est de faire du lien. Je suis infirmier de coordination, donc je m'occupe de parcours de soins. En fait, je suis certains patients qui ont des profils de vulnérabilité ou de complexité. Voilà. Donc en fait, je fais un peu le lien entre la ville et l'hôpital, le lien entre les libéraux, les DAC, les services sociaux en fait des villes et l'hôpital. Voilà. Donc ça me semble important de le dire. Voilà. Auparavant, donc j'étais sur l'équipe mobile de soins palliatifs et j'ai rencontré Cécile donc dans les années 2017-2018. Enfin peut-être après tu reprendras. Voilà. On était appelé régulièrement pour des situations, notamment entre autres de retour à domicile. Et il nous a semblé assez important de. Alors, on s'est rencontrés, alors la première fois, je me souviens pas exactement, mais autour de situations cliniques, où là, on s'est assez vite rendu compte avec. Je travaillais avec Dr Paternostre à l'époque, Maïder Melin aussi, psychologue. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait besoin quand même de pluridisciplinarité autour de ces questions de retour à domicile, parce qu'on n'avait pas la connaissance du terrain, quoi, voilà. D'où notre collaboration qui a démarré à ce moment-là. Oui, mais là, j'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, on a, en tout cas, quand Laurent était sur l'équipe mobile de soins palliatifs, fait plusieurs évaluations ensemble, ce qui a permis de voir aussi cette richesse tant du côté des soins palliatifs que du côté de l'expérience de comment ça se passe à la maison. Et en suivant ces évaluations, essayer de construire un projet qui correspondrait à ce que souhaite le patient et qui soit en adéquation avec la réalité du terrain, du domicile, des possibilités, tant des aides que des paramédicaux, que du matériel. Enfin, voilà. Donc, le début de notre collaboration a été vraiment autour de ça. Certaines situations, notamment en réanimation, qui voilà, n'ont pas permis des retours à domicile parce que bien trop technique et complexe. Voilà. Mais en fait, c'est né de là. Ensuite, moi, je suis partie sur Olévec faire la même chose en tant qu'infirmière coordinatrice donc des HAD de Gironde.
J'ai commencé à participer au staff qui existait, qui existe encore, d'oncologie digestive, donc tous les mardis après-midi sur l'évêque. Et c'était l'occasion pour recroiser Laurent qui, lui, venait, et lui, c'était de manière mensuelle, sur l'oncologie digestive, et de manière pareille, comme on faisait à Pellegrin, essayer de faire des évaluations ensemble et de créer des projets. Ensuite, tu as changé de poste. Oui, voilà. Moi, en 2020, donc j'ai changé de poste et on a pérennisé en fait cette action d'échange autour de situations de patients qu'on suit. Moi, en tant qu'IDEC, donc sur l'oncologie digestive ou en hématologie, avec des rencontres régulières avec notre collègue de l'HAD, de la plateforme de l'HAD sur voilà. Et on a même formalisé une rencontre tous les mardis. On se voit et on fait des transmissions. Voilà, sur les patients qu'on suit. Ça permet, je pense, peut-être d'être un peu plus réactif parfois sur des situations à domicile qui s'aggravent. Voilà. Voilà. Donc c'est une histoire de collaboration comme ça, d'échange. Voilà. Ouais. L'idée, en fait, est née parce que, initialement, donc, je participais tous les mardis après-midi à ces staffs qui sont très importants, puisque ça passe en revue énormément de patients. Et je finissais par ne plus avoir le temps d'être présente de manière aussi régulière. Par contre, Laurent, lui, du fait d'être infirmier spécifiquement sur l'oncologie digestive et l'hémato, lui y était. Et en fait, l'idée est née de créer un temps en dehors de ce temps de staff où on pouvait se retrouver pour échanger sur les patients, tant ceux qui étaient pris en charge par les HAD, qui me faisaient des retours de problématiques ou pas, ou de choses qui se passaient bien, afin que Laurent puisse, lui, faire ce retour-là dans le staff d'oncologie digestive l'après-midi même. Et de la même manière, si lui entendait des besoins particuliers d'évaluation ou de réflexion autour d'un retour à domicile possible, c'était un lieu d'échange. Et en fait, c'est quelque chose qui est pérennisé dans le temps, puisque moi, je ne suis plus donc sur ce poste depuis un peu plus d'1 an. Laurent, lui, est parti sur l'oncologie thoracique, mais c'est des réunions qui perdurent dans le temps, donc qui ont lieu toujours le mardi matin avec la collègue qui me remplace sur la plateforme et la collègue qui remplace Laurent sur l'oncologie digestive. Merci. Est-ce que ce serait pertinent de se dire que ce regard que vous avez construit ensemble, mais aussi cette compréhension de la temporalité des soins entre l'hôpital, la maison, et puis cette restitution aussi en ce partage au sein des staffs, permet d'avoir un espace justement croisé qui accompagne de façon plus articulée les situations, les dossiers, les personnes qu'il y a dans ces chemins de soins et de vie. Alors moi, je vais essayer de répondre. De mon côté, en tout cas, il y avait un vrai suivi, de vrais retours des collègues des HAD. Donc, ce n'est pas des patients que je revoyais moi, en tout cas, mais pour lesquels j'avais des nouvelles régulièrement, soit de dégradation, soit de maintien avec même des projets de vie, des choses qui se passaient très positives pour les patients. Et c'est quelque chose donc, que Laurent pouvait renvoyer dans le service, qui, auprès des oncologues, était aussi très apprécié, parce qu'il y a une vraie continuité et un vrai retour, en fait, de comment ça se passe à la maison. Donc, oui, enfin... Oui. Oh, vraiment, on est sur le parcours de soins, pour le coup. Pour le coup, c'est pas scindé, hôpital, ville. Il y a vraiment, on essaie de mettre de la continuité et du sens, en fait, voilà, autour de ce qu'on fait, et puis d'augmenter la réactivité et d'anticiper les choses quand on peut aussi. Voilà. Ok. Alors, si vous êtes d'accord, on passe aux équipes. Donc, j'ai à côté de moi Madame, donc ça y est, c'est les noms que je n'ai pas sur la liste. Madame Beila, Véronique Beila, donc est cadre
en LISP, ici à Bagatelle, et qui est accompagné de Madame Jennifer, qui va se présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Du coup, je suis Jennifer, une infirmière sur l'équipe mobile, sur les soins palliatifs. Sur les soins palliatifs depuis 4 à 5 ans. Voilà, nous sommes... en fait, on s'est retrouvés avec Madame Bella. Après, je vais peut-être te laisser Béatrice se présenter, puis après on va Et effectivement, voilà, la troisième personne avec nous. Je t'en prie. Donc je suis Béatrice, aide-soignante en service de médecine hépatogastro-entérologie. On va dire depuis 2011, je navigue entre la gastro, la chirurgie digestive, et voilà. Et depuis peu, je suis de nouveau en médecine gastro-entérologie. Voilà. Donc, je vais reprendre une trilogie qui représente autant en soins un service curatif qu'une personne qui travaille dans une équipe de soins palliatifs. Alors, comment ça se passe entre les filles? Comment ça se passe, vous, avec vos équipes? Qu'est-ce qui se dévoile dans ce rapport de voisinage où des fois, la temporalité, les questions, les arrivées, les départs, les équipes qui traversent, comment aujourd'hui vous vous sentez dans cette continuité aussi qui se fait au sein même d'un fonctionnement d'un établissement? Alors moi, je vais vous présenter un petit peu comment on a été sollicité, comment on a participé, comment on a construit cette présentation auprès de vous. Donc on a été sollicité. Alors je dis non parce que ma collègue Sandra Labatte, qui est juste là en face de moi, là, elle n'est pas à côté. Nous avons été sollicités par le docteur Chartier puis Dauphine. On les remercie. Hein. Donc on était ravis. Donc on a fait un waouh, super. Moi j'étais ravie. J'arrivais depuis peu sur l'établissement. Donc à deux, partager un projet, c'est toujours mieux que de se retrouver tout seul. Donc on était ravis, donc on a fait un super waouh. Et puis après, quand on a vu un peu le sujet, on a fait un waouh. Comme vous, Ecotone, ça nous parlait pas beaucoup, donc on s'est dit un peu quel va être le contenu, qu'est-ce qu'on va y mettre derrière ces mots-là. Donc on va vous présenter un peu l'Ecotone, plutôt du côté des paramédicaux. Ce matin, on a pu entendre beaucoup les médecins parler de leur fonctionnement, mais on va vous présenter un peu l'Ecotone côté infirmier, aide-soignant et le vécu un petit peu au sein du service. Et donc là, on a fait un waouh un peu, parce que forcément, ça amène quoi? Ça amène beaucoup de représentations et on se rend compte que ce sont ces représentations qui ont érigé en fait un mur entre nos deux services. Donc il a fallu parler de toutes ces représentations. Donc il y a des fois, je dois le dire, il y a eu des représentations un petit peu difficiles. Et ça a été, il fallait un peu casser toutes ces représentations-là. Donc, on s'est rencontré avec Sandra Labatte et on a essayé de voir un peu comment on allait construire ça. On a sollicité des professionnels et je les remercie. Moi, j'avais sollicité 2 infirmières, donc Jennifer qui est là et qui sera la porte-parole, mais il y avait Claire Fleury aussi qui a beaucoup participé sur ce projet-là, qui sont les porte-parole de l'équipe, puisque ça a aussi beaucoup discuté au sein de l'équipe de cette journée-là et du vécu. Et puis on remercie aussi beaucoup Béatrice, qui a pris et qui sera porte-parole de l'autre service. Donc on les a fait se rencontrer, on a parlé de cette journée, donc il y a eu des représentations qui ont été mises en avant, et puis ce mur qui était là entre ces deux services, petit à petit s'est transformé, et donc là on a fait un waouh, on a été très très surprise, donc on a fait beaucoup de waouh, je dois dire. Ce mur en fait s'est transformé un peu en une espèce de château de cartes, et puis petit à petit des choses ont été dites. Et puis on s'est rendu compte que oui, c'était aussi beaucoup de représentations et ça a mené un échange, et j'espère que vous allez pouvoir et j'en suis persuadée, elles vont pouvoir vous faire passer le message qu'elles nous ont montré lors de cet échange-là, et puis vous pourrez faire vous aussi waouh à la fin de cette intervention, parce que c'était très riche. Ça a été, on a vraiment apprécié de participer à cette journée, de les accompagner, parce que c'est pas toujours évident de parler devant un public, donc elles ont aussi cette appréhension, donc soyez indulgents parce que c'est pas facile. En tout cas, elles vont vous présenter la première partie un petit peu leur service, leur représentation. Et en deuxième partie, alors on pensait prendre un patient pour vous dire un peu, quand il passe de service en service, reprendre le patient dont a parlé le docteur Vergnol, parce que c'est effectivement, il est arrivé sur les listes et comment on l'a pris en charge. Puis après, on a parlé d'autres patients. Puis finalement, on s'est rendu compte que
tous les patients au filigrane, il y avait autre chose qui se passait, nous, et on a pu observer autre chose. Donc, vous allez voir, on a entendu beaucoup de mots des médecins ce matin, et en fait, on s'aperçoit que nous aussi, on a repris plein de mots. Vous allez entendre parler de temporalité, de communication. Voilà, donc je vais laisser Jennifer et Béatrice vous présenter tout ça, et puis après, on conclura un petit peu sur tout ce qu'on a pu observer sur ces échanges-là. Voilà, je vous laisse la main. Je suis aide-soignante en service de médecine hépatogastro-entérologie. Je vais vous présenter, j'espère, rapidement un peu le service et ses spécificités. Nous avons, il y a 19 patients donc, qui sont hospitalisés donc, dans notre service et qui sont là pour de multiples raisons qui peuvent aller d'un simple contrôle ou alors qui arrivent pour des symptômes aigus et donc qui attendent d'être soulagés et traités. Ça passe aussi donc effectivement par la découverte et l'investigation donc de maladies plus ou moins graves, plus ou moins avancées, comme entre autres donc le cancer ou défaillance d'organes digestifs. Donc on peut dire qu'en fait dans notre service, la plupart des patients que nous accompagnons, ce sont des patients qui sont dans une phase et on va dire une démarche curative de leur maladie. Même si des fois cette maladie n'est plus guérissable et dite en phase, je crois, palliative spécifique, ou alors qui reviennent aussi des fois quand elle est symptomatique. Mais donc on est toujours dans cette démarche attendue, en tout cas curative. Et puis, on est amené aussi à les suivre et puis à les accueillir aussi également quand il y a une évolution de leur maladie qui glisse vers la phase palliative terminale. Et à ce moment-là, on rentre en fait dans une... Nous, en tout cas, on le vit comme ça, dans une autre prise en charge soignante qui est encore différente de ce qu'on fait généralement. Qui est due donc à la spécificité de la fin de la vie. Donc c'est pour nous, en fait, dans notre service, la particularité, ça va être finalement de continuellement nous adapter et adapter notre pratique soignante en fonction de chaque chambre dans laquelle on rentre, et puis de jongler entre parfois des dynamiques curatives et puis un accompagnement de fin de vie. Et ce n'est pas toujours évident. On est confronté aussi à des situations où finalement j'ai entendu qu'on n'était pas les seuls où les patients arrivent et la situation elle n'est pas très claire. Notre évaluation clinique nous dit que la maladie elle s'apparente plutôt à une phase qui glisse vers le terminal. Alors qu'on les voyait avant pour du curatif et voilà. Et puis, c'est pas encore vraiment acté non plus médicalement parce qu'on est un peu dans cette phase un peu intermédiaire. Et finalement, nous, ça nous met un petit peu à mal parce que on a une sorte de dissonance en fait dans nos pratiques puisqu'on n'a pas la même pratique dans le curatif que dans l'accompagnement de fin de vie. Donc voilà, on est amené à être un petit peu en difficulté dans ces moments-là. Et enfin, une particularité de notre service, c'est qu'en fait, les gens reviennent. Il y a donc une chronicité de la maladie. Donc, on est amené à les voir au début du diagnostic. Quand les symptômes apparaissent, reviennent, ils repartent. Voilà. Et finalement, on les côtoie, on apprend à les connaître, finalement, on tisse vraiment une relation plus profonde, soignant-soigné. Et eux-mêmes apprennent aussi à nous connaître. Voilà, il y a une relation de confiance qui s'installe dans le temps, qui est rassurante pour eux, pour leur famille. Et voilà, donc on a cette petite particularité supplémentaire.
Bon, à présent, moi, je vais présenter mon service, enfin notre service, qui, du coup, on accueille entre 8 à 10 patients sur différentes phases. Donc, phase spécifique, symptomatique, à terminale. Ensuite, ce qui fait la spécificité de notre service, c'est nos prises en soins qui sont pluridisciplinaires. Ces plusieurs regards nous permettent du coup d'avoir une évaluation clinique de meilleure qualité. Également, les prises de décision sont prises en binôme, voire collégiales le plus souvent. Du coup, la responsabilité est plus facile à comprendre, mais également à accepter. Ensuite, Béatrice va du coup parler de sa représentation envers le service des soins palliatifs. On va commencer par ce qui fâche. Quand on parle du service de soins palliatifs, on a bien sûr la représentation d'un service où la mort va arriver. On peut avoir aussi des fois l'impression qu'elle arrive plus rapidement qu'on ne s'y attendait. Avec parfois un fantasme dans certaines situations de l'accélération de la fin de vie. Donc c'est vrai que voilà, ces soins palliatifs, il y a toujours cette symbolique, le mot palliatif de la mort. Et par rapport aux patients, nous, quand on est amené aussi à le nommer, on voit bien que ça les terrorise. Donc, on n'est peut-être pas très à l'aise, nous non plus, avec ce terme-là, pour pas, pour pas les apeurer. Alors que, chose qui fâche pas, on est en demande vraiment, pour certains de nos patients, quand on voit que la maladie est vraiment avancée, qu'ils ont des symptômes, des souffrances, nous, on voit nos limites. Et on est en demande effectivement qu'ils puissent être, passés à des équipes dont on reconnaît aussi l'expertise et on sait qu'elles auront plus de disponibilité de par leur effectif, de par leur réflexion, de par leur approche, pour pouvoir les accompagner au mieux et les soulager au mieux aussi dans certains cas. Du coup, quant à nous, quand on en a discuté avec Claire lors de la table ronde, nous, on avait le sentiment, et c'était assez complexe, on n'arrivait pas vraiment à identifier, mais on a trouvé une sorte de lutte contre une pathologie, en fait, en service des pathos. Et on a constaté qu'on recevait régulièrement des patients en phase terminale et qu'on ne recevait pas assez et qu'il serait bon de les recevoir plus tôt, en amont. On s'est également rencontré lors de nos échanges que la phase palliative spécifique n'était souvent pas identifiée ou elle n'est pas considérée comme pouvant relever de notre service. Nous avons également des prises en charge plus précoces où l'objectif se concentre sur le soulagement de la douleur, permettant une meilleure qualité de vie au domicile, mais c'est quand même assez rare, mais qui commence à arriver de plus en plus. Ensuite, du coup, lors de nos échanges, on se rend compte, comment dire, sur la situation nous a permis de voir qu'on avait des représentations totalement erronées des uns des autres. Effectivement, l'accompagnement et la prise en soin sont différents, mais surtout en lien avec des facteurs organisationnels, en termes de nombre de professionnels et de capacitaires sur les services. Nous, en LISP, on a 8 à 10 patients et en hépato, ils ont 19 patients. Donc, 6 patients pour un binôme, 10 patients au 4e pour un binôme. Ensuite, lors de cet échange d'opinions sur la table ronde, donc ce qui nous a fait sens pour nous, il y a eu 4 mots. Donc, premièrement, le diplôme. Deuxièmement, la temporalité. Troisièmement, l'intentionnalité.
Et quatrièmement, la communication des choses qui sont déjà apparues auparavant sur la journée. Donc moi, je vais parler du diplôme. Effectivement, nous partons tous d'un même diplôme, mais par la suite, nous améliorons nos compétences et nos connaissances dans la spécialisation dans laquelle nous avons choisi. La clinique est l'élément central de nos pratiques et nous sommes tous autant performants. Nous avons oublié, par contre, la particularité et la pratique de nos collègues, ce qui fait parfois que nous fantasmons sur nos services avec des représentations erronées, et c'est ce qui s'est passé quand on a fait cette table ronde. Ensuite, du coup, à toi, Béatrice, de parler de temporalité. Oui. En fait, on a pris conscience en échangeant qu'on avait vraiment donc des temporalités un petit peu différentes dans nos soins, en fait. Et donc, du coup, avec des contraintes de temps aussi différentes, bon, on a dit le capacitaire. Et puis le rythme, enfin nous voilà, on a aussi des examens, on a des gens qui arrivent, qui repartent vite, enfin voilà, enfin on était vraiment dans des temps différents. Et puis également en fait les réunions d'équipe qui sont différentes, les temps d'échange également qui sont différents. Et puis, du coup, il y a aussi des acteurs, d'autres acteurs qui jouent dans notre service que vous n'avez pas, comme la psychomote, la psy qui est un peu plus présent. Alors, je m'excuse d'ailleurs, hein, je n'ai pas du tout parlé, mais dans notre service, heureusement, on a de la pluridisciplinarité. Ah, oui. Non, mais c'était pour les personnes présentes aussi. On a des psychologues aussi qui interviennent. On a une assistante sociale, des diététiciennes. J'oublie peut-être d'autres personnes. Pardon. Oui, les kinés, tout ça. Enfin, bon, il y a quand même. Et puis, on a un staff le mardi où on parle aussi. On essaie de mettre un petit peu en lien toutes ces personnes. Ces personnes-là. C'était juste voilà, une parenthèse, je veux pas les oublier. Du coup, j'ai un peu perdu le fil sur l'intentionnalité, pardon. Donc, oui, nous, on s'est rendu compte que, voilà, de par notre spécificité, on est dans un service où on est un petit peu dans le curatif, où il y a une attente aussi des patients de ce curatif. Et donc une chronicité donc, qui vient faire qu'on crée des relations de confiance qui s'installent. Il y a des attentes particulières aussi, des attentes particulières des patients envers nous. Et donc on serait... parce que je suis pas sûre que ça soit toujours le cas, mais voilà, dans une sorte de prolongation de la vie, avec toujours un désir d'améliorer en fait l'autonomie, l'état général du patient en fait, pour qu'il puisse rentrer chez lui ou dans d'autres structures, voilà. Et donc, voilà, on est dans une autre intention. Mais comme on jongle un petit peu entre les deux, bon, ben voilà, il nous arrive aussi d'être aussi que sur l'intention d'améliorer le confort de la personne en sachant pertinemment que malheureusement, toutes les autres fois où où la personne est arrivée symptomatique et puis repartir chez elle, bon, peut-être un petit peu moins bien parce qu'il y a effectivement une descente à chaque fois un petit peu de l'état général. Ben là, cette fois-ci, le retour à domicile ou la reprise de la vie, comme c'était le cas à la fois d'avant, ne va pas pouvoir se faire. Donc, voilà, on navigue un petit peu entre les deux. Pour nous, du coup, c'est plutôt un service palliatif, donc orienté sur le confort, la qualité de vie.
Quand le patient arrive dans notre service, nous sommes là pour soulager rapidement tous les symptômes et également pour un accompagnement psychologique et social du patient ainsi que ses proches et de la famille. Nous passons beaucoup de temps à les observer pour agir sur les moindres symptômes, à avoir des entretiens également avec du coup le patient et la famille. Nous écoutons quand c'est possible le patient ou ses proches pour comprendre ce qui se joue lors de ces derniers instants de vie. En les soulageant, souvent les patients se donnent parfois le droit de se laisser aller. Après, du coup, le dernier mot qui nous est venu pour cette journée écotone, c'est la communication. En fait, je voudrais juste revenir parce que j'ai oublié quelque chose qui me paraît important, en fait. Au fil des discussions, en fait, par rapport à l'intentionnalité, nous, il y a toujours un peu quand même cet espoir qu'ils puissent retourner à la maison ou pas. Il y a une sorte de... comment dire ça ? Et quand c'est plus possible, en fait, et puis quand on va passer la main, en fait, aussi pour un encadrement, enfin, un meilleur accompagnement de ces personnes sur la fin de leur vie, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans l'ordre de la relation à ces patients et qui était un petit peu dur et qu'il allait y avoir une rupture, en fait, de cette relation, en sachant que bon, on les reverrait peut-être plus. Et que, alors que on les a revus pendant des mois, des années, peut-être. Voilà. Donc, je pense que je voulais juste en parler parce que ça fait partie un petit peu peut-être des problématiques quand il y a un transfert de patients de notre service vers le vôtre. Cette rupture et un peu de l'ordre du deuil de la relation avec le patient. Et donc, je rebondis donc sur la communication. En fait, on s'est rendu compte, et ça a été déjà dit, que la communication entre nos deux services, en fait, a été quand même quasi inexistante. Elle existe au moment, en fait... au moment du transfert. On n'est pas au même étage, on ne se croise pas finalement. Donc voilà, effectivement, d'où les représentations aussi quand des entités des écosystèmes sont vraiment chacun de l'autre côté de la barrière, de la frontière. Et qui ne communiquent pas, ça mène à toutes ces représentations un peu erronées et puis du coup à cette perte un petit peu de transfert en fait, de transfert d'informations et d'accompagnement en fait plus fluide en fait pour le patient. Oui, après, ce que je souhaiterais relever particulièrement, c'est qu'au niveau de la communication, même si on a deux types de services totalement différents, un qui est curatif et l'autre palliatif, il est quand même très essentiel de pouvoir communiquer. Ne pas oublier que du coup, il y a un patient qui est au milieu de cet hôpital et qui va changer de service. Et du coup, il est important de communiquer qui il était et qui il peut être aujourd'hui. Parce que quand il arrive en phase terminale chez nous et qu'il ne peut pas communiquer, on a besoin de ces informations-là. Ce qui nous aide du coup à accompagner beaucoup plus facilement le patient dans sa famille et également de prendre en charge de sa famille plus facilement. Donc la passation des connaissances est plutôt très importante. Et en termes de communication aussi, pour revenir à cette relation avec le patient et de l'ordre, j'allais dire, du deuil de cette relation, nous sommes rendus compte qu'on était très demandeurs d'un retour, en fait, du après notre service. Et du coup, de pouvoir communiquer. Alors, des fois, ça nous arrive, on a des informations, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît un tel, qui a telle information.
Mais de temps en temps, effectivement, ou alors il y a des soignants qui vont descendre au 2e étage où vous êtes pour chercher en fait ces informations et communiquer. Voilà, donc on est en recherche, je pense, en attente de communication aussi. Mais du coup, en fait, toutes ces 4 points nous amènent sur un questionnement. Quel outil on pourrait mettre en place, en fait, pour pouvoir améliorer tout ce qu'on a pu... Après, je vais conclure avec un waouh. Voilà. Ça aurait été dommage, voilà, de pas terminer sur ça où on a pu voir que c'est pas facile, hein, cette relation qu'on peut avoir entre services, les représentations. Elles nous font effectivement, comme elles l'ont bien souligné, fantasmer sur plein de choses, mais qu'on rencontre effectivement les mêmes difficultés. Et donc, en conclusion, ce qu'on a pu, moi, ce que j'ai pu souligner, ce qu'on a pu souligner avec Sandra Labatte, c'est que elles ont été force de proposition sur comment on peut faire pour que demain améliorer cette communication, comment on peut s'appeler sur un temps, à quel moment de la journée on peut transférer les patients. Elles les connaissent bien parce qu'ils reviennent, comme le disait Béatrice, donc elles ont des recueils de données qui sont assez importants. Donc aussi valoriser chaque service, se respecter, parce que ça passe aussi par là, en fait, finalement, respecter le travail de chacun. Et on voit bien que ce qui va nous rassembler et ce qu'on remet à chaque fois au centre, c'est le patient, quoi. On a des représentations aussi très personnelles et du coup, ce qui nous ramène et qui nous permet de réfléchir, c'est vraiment ce patient. Donc, elles ont été sur plein de forces de proposition. Donc, on espère demain pouvoir rapidement le mettre en place aussi, hein, de façon à pouvoir travailler davantage sur cette, comme disait Béatrice, un peu passation de patients entre services. Ce qui est compliqué, ce que vous avez pu voir aussi, mais je pense que les médecins le disent aussi, des fois c'est un peu ce flou là, hein. Les étiquettes, c'est très bien, hein, parce que quand on colle une étiquette, on sait, on a identifié, c'est pratique. Mais le flou, ça amène toute cette instabilité qui est parfois aussi nécessaire, hein. C'est pas grave le flou, mais ça nous permet aussi de réajuster, de comprendre plein de choses, de pouvoir s'adapter à plein de situations. Donc ça, c'est quand même aussi important, cette partie-là. Mais vraiment, voilà, je repointe vraiment que c'est les patients, on recentre à chaque fois sur les patients, sur ce qu'ils veulent, parce que des fois, on a tendance pas à les oublier, mais il faut vraiment recibler toutes ces prises en soin sur ce patient. Voilà, en tout cas, nous, on a apprécié, et le mérite de cette journée, c'est de s'être questionné, d'avoir beaucoup travaillé sur ce qui se passait, et vraiment... j'espère que vous aurez aussi apprécié toute cette journée avec tous ces échanges qu'il y a pu y avoir, parce que ça a permis de reposer des choses, de comprendre aussi les difficultés de chacun, hein, mais qu'effectivement la communication, elle est essentielle. Voilà, merci. Bon, mais superbe exercice de regarder comment on arrête peut-être de fonctionner en parallèle, mais on réapprend à croiser nos chemins pour c'est peut-être pas que des outils de com, mais j'entends que ce qu'on met derrière, peut-être que c'est pas du tout des outils, c'est peut-être une façon plus participative de tout le monde autour d'un chemin de soins des patients et des familles. Mais je vois qu'il y a de la réaction. Après, ce qui sera évidemment beaucoup plus facile, c'est une fois qu'on aura Baya. Donc là, du coup, notre unité sera au milieu des services. Et du coup, il y aura plus de facilité pour la passation des patients. Donc, par exemple, on l'a bien vu ce matin avec Dr Calmu, la manière dont il parle des soins palliatifs aux patients ou aux familles. On a travaillé longtemps avec la gériatrie parce qu'on était sur le même étage. Et du coup, on voit bien la manière dont il a présenté le service aux patients qui pouvaient arriver chez nous et les familles les rassurer. Donc Baya va nous permettre d'améliorer cette communication. Voilà. Vive Baya. Bon,
je suis très confiante. Là, mais je peut-être une vision plutôt d'une question de temporalité, de culture. Mais je crois qu'effectivement, la spatialité des choses doit contribuer à des rapports de voisinage plus proches. Alors là, on va... merci beaucoup, mesdames. Et on va passer la parole à notre troisième présence autour de cette table ronde avec Madame Pauline Joubert, qui est kinésithérapeute à l'hôpital de jour de soins de support dans un établissement qui est sur le Haut-Senon. Donc nous montons un peu vers les collines. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut vers le bas? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'on trouve le chemin pour vous rejoindre? Ou alors on se perd dans la forêt de Senon? Il faut venir voir, nous avons un magnifique point de vue, parce qu'on est vraiment en haut des coteaux, on n'a pas de vis-à-vis, donc on a un magnifique point de vue sur vous tous depuis le centre. Voilà. Moi, je vais vous présenter donc le service donc, aux réhabilitations, qui est un tout jeune service là, qui a 18 mois d'ouverture. Voilà, présentation du service, vous parlez de mon expérience de kiné dans l'équipe. De la coopération aussi au sein de l'équipe, de l'effet groupe, parce qu'effectivement, on fait du soin de support en collectif, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui se voit souvent. Et des limites qu'on a pu relever à tout ça, parce que comme pour l'équipe de Bagatelle, ça a été une réflexion qui a été aussi menée à travers l'équipe. Donc voilà, je m'en fais la porte-parole aujourd'hui, mais voilà, ça a vraiment été une réflexion qui a été menée avec toute l'équipe. Donc, je suis donc kinésithérapeute dans ce service qui est tout jeune, ouvert depuis octobre 2021. Nous recevons des patients atteints de cancer à tout stade de la maladie. On fait de la préhabilitation, on prend les patients aussi pendant leur traitement et en post-cancer. À ce jour, nous avons suivi à peu près 110 patients, de 20 ans pour la plus jeune actuellement à 90 ans pour le plus ancien. Alors pour la boutade, on a écrit 120 sur la plaquette, mais voilà, c'est pour dire qu'on n'a pas d'âge donné pour la prise en charge des patients. On est donc une équipe pluridisciplinaire composée de 10 professionnels, un médecin, une infirmière coordinatrice et qui est aussi sophrologue, une APA, donc une enseignante en activité physique adaptée, une diététicienne, une psychomotricienne, une psychologue, une assistante sociale, une secrétaire, une socio-esthéticienne et moi kiné. Et au besoin, on peut aussi faire intervenir une orthophoniste. Nous sommes donc organisés en hôpital de jour où nous recevons les patients dans le cadre de demi-journées à raison d'en moyenne 3 fois par semaine. Les demi-journées se découpent en 3 temps collectifs. Le premier temps d'activité se déroule en général à l'intérieur du service, donc soit avec moi en kiné, soit avec ma collègue APA. La seconde activité se déroule à l'extérieur du service sur un temps de marche d'environ 40 minutes. Donc comme on disait, on a une belle vue sur Bordeaux parce qu'en fait on a la chance d'avoir un magnifique parc et en plus on est bordé par le parc du Cypressa, donc un parc communal qui nous permet voilà, d'avoir plusieurs parcours de marche. Et comme on est sur des coteaux, on a de la marche sur plat, on a de la marche voilà, plus ou moins échelonnée, étalonnée. Donc voilà, faire du rentraînement à l'effort à l'extérieur. Et un dernier temps, une dernière heure qui est consacrée aux autres soins de support, et là aussi sur un temps collectif. Mais en parallèle de cela, le patient peut être décroché sur des temps de prise en charge individuelle au gré de ses besoins beaucoup plus spécifiques. Quand je reçois les patients, pour expliquer un peu comment on fonctionne et qu'est-ce que c'est, je prends souvent l'image de la voiture pour expliquer notre action. On s'imagine souvent, facilement en tout cas, qu'elle a besoin d'être réparée pour avancer, donc ça c'est plutôt tout le côté médical de la chose. Mais elle a aussi besoin de s'entraîner régulièrement à rouler pour ne pas s'encrasser. On a besoin de mettre un peu d'huile dans les rouages, de se préchauffer. On a aussi besoin de mettre le bon carburant, le bon polish pour la faire briller. Et puis des fois, on ne comprend pas pourquoi quand il pleut, elle ne veut pas allumer ses essuie-glaces. Donc en gros, voilà, pour aller plus loin ou mieux en tout cas avec sa voiture, il faut faire comme ça avec son corps et avec soi-même. Et c'est comme ça qu'on définit un peu le service, quoi. Voilà, il faut mettre un peu toutes ces choses-là pour pouvoir aller mieux et vivre mieux. Et ça, quel que soit le parcours, qu'on soit dans un parcours curatif, palliatif spécifique et voire même palliatif en stade terminal. Nous sommes donc une étape dans le parcours de soins, dans le tremplin de la vie d'après. Nous essayons de remettre en confiance les patients dans leurs nouvelles possibilités fonctionnelles, mentales, psychologiques, avec leur nouvelle image, leur nouvelle estime d'eux, essayer de leur redonner un élan, de la prise d'initiative, d'être acteurs, de reprendre les choses en main afin d'améliorer leur qualité de vie. Nous sommes, si on doit reprendre la notion d'écotone, un écotone entre ce parcours très médicalisé, hospitalier et la vie d'après, la vie chez eux. Donc là, je vais vous parler de mon expérience à moi au sein de la structure. Je suis donc, mon parcours à moi, c'est que j'arrive d'une dizaine d'années de libéral.
voilà, où j'avais mon cabinet, où je prenais aussi des patients dans leur parcours cancer. Et je me sentais parfois frustrée parce qu'il me manquait ce lien avec les autres professionnels paramédicaux. C'est ce que j'ai trouvé dans le service, et ce travail en étroite coopération les uns avec les autres pour faire vivre les objectifs du patient, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément au quotidien. Je me souviens d'un staff, donc effectivement, nous aussi, on se réunit une fois par semaine pour parler des patients. Et on racontait l'évolution favorable d'une patiente, tant sur le plan moteur que sur le plan psychologique. Et du coup, d'avoir relevé à ma collègue assistante sociale, mais tu sais, c'est grâce à toi si cette patiente va mieux, parce qu'elle m'a confié que depuis que tu as mis en place le portage des repas, d'une part, elle s'alimente régulièrement, mais elle n'a plus cette pression que de faire ses courses, que de devoir sortir, et elle reprend du plaisir maintenant justement à sortir au gré de ses envies pour aller chercher son pain, faire sa petite marche quotidienne. Voilà, c'est une patiente qui avait aussi des troubles cognitifs en parallèle et pour qui faire la cuisine, manger était devenu une charge mentale beaucoup trop importante. Et j'ai dit ce jour-là à ma collègue assistante sociale, et je revois encore son visage étonné de lui dire mais vraiment sans toi, la prise en charge n'aurait pas pu aboutir. Et de me dire que moi finalement en libéral, j'aurais eu la même patiente dans les mêmes conditions. J'aurais été complètement limitée et frustrée parce que ma prise en charge à moi, kiné, n'aurait pas pu avancer parce que finalement, le nœud du problème, il était là. Et cet exemple-là, pour moi, c'est vraiment l'exemple type de cette transdisciplinarité qu'on a dans l'équipe et d'arriver à un moment donné de se dire, OK, on va remettre on est en co-réhabilitation, donc on passe toujours au côté moteur, mais au final, si on n'a pas tout le reste à côté, on ne peut pas avancer pour le patient, quoi. Et vraiment, c'est le fond et le cœur du service aujourd'hui. Donc, comme je disais, la subtilité aussi, c'est qu'on prend les patients en groupe, en collectif, ce qui fait que on mélange autant des patients qui sont dans un parcours de soins plus curatif ou plus palliatif. Donc, la réflexion qu'on a menée, c'était comment on pense nos soins dans ce cadre-là, comment on peut animer des ateliers, des groupes avec une telle diversité de patients. Donc moi, je viens de commencer, comme je vous disais, là, depuis 18 mois. J'arrive du milieu libéral où j'avais l'habitude d'une prise en charge plus individuelle. Il a fallu que je m'adapte à cette prise en charge collective, arriver à trouver des objectifs communs en sachant qu'on a des groupes ouverts, c'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe fermé qui arrive pour 12 semaines, comme ça peut se trouver dans d'autres HDJ, je pense aux grands chaînes par exemple, qui ont une école du dos, ils prennent un groupe de patients pour 3 mois, et puis tous les 3 mois ça enchaîne. Nous, on a des patients qui entrent et qui sortent, donc il faut qu'on fasse aussi au gré du groupe que l'on a à l'instant T. Donc de mon côté à moi, j'ai réussi à identifier des dénominateurs communs, ils ont tous globalement un déconditionnement global, un état de raideur dû à certains traitements, notamment l'hormonothérapie, des problèmes proprioceptifs, donc j'en ai fait ma base. Les groupes sont construits aussi en fonction des niveaux de fatigabilité des patients. En général, on a 2 groupes différents sur les demi-journées qui s'échelonnent. Du coup, je peux arriver à animer une séance, par exemple, avec une patiente en cours de reconstruction mammaire, une dame en phase terminale d'un cancer anorectal, une autre petite jeune en ce moment qui a 3 ans de son ostéosarcome, et un monsieur d'une 50aine d'années là qui vient d'apprendre une récidive alors qu'il pensait reprendre son parcours professionnel, quoi. Voilà. Donc concrètement, comment on anime ça ? J'ai la chance d'avoir un beau plateau technique assez grand et on essaye de les faire tourner dans ce qu'on appelle en circuit training, c'est-à-dire qu'on va donner un petit exercice individuel à chaque patient et chacun va y passer 3-4 minutes en fonction de ce que j'ai besoin de faire. L'avantage du groupe, c'est que ils vont être tous sur la même base de séance. Il n'y a pas une différence entre celui qui est plus fort, moins fort, plus âgé, moins âgé. Comme ils passent individuellement chacun, finalement, on adapte au niveau. Ils vont chacun faire le nombre de répétitions, prendre le temps de pause qu'ils ont besoin, mais dans l'émulation de groupe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite blague, il y a la musique. Voilà, on est entraîné aussi par ce groupe-là qui est moteur et qui donne aussi l'énergie de faire ensemble et puis des fois de se challenger un petit peu. Ouais, j'ai vu qu'elle est arrivée à faire ça, moi aussi je vais tenter et je vais essayer de faire. Voilà comment on essaye, en tout cas, dans nos parties plus motrices, à agrémenter ces choses-là. Mais il en est de même dans les autres ETP ou ateliers. La diététicienne fonctionne comme ça aussi, la psychologue, les ateliers de sophrologie. Les échanges, du coup, sont forts de l'expérience de vie de chaque patient et ne sont non pas centrés sur le côté curatif ou palliatif. Je vais vous emmener une réflexion là, d'une patiente qu'on a reçue il y a pas très longtemps, qu'on accueillait, donc qui est qu'on reçoit là pour un parcours plutôt préhabilitation d'un cancer du pancréas, qui a une chimiothérapie et qui est en attente.
éventuellement d'une chirurgie. L'anesthésiste nous l'a envoyé parce qu'effectivement, il y a une notion de poids qui est latente et qui est prépondérante chez elle. Il faut qu'elle prenne du poids. Mais elle vient aussi parce qu'elle sent qu'elle a besoin d'être épaulée sur le plan physique et sur le plan psychique. Donc cette patiente, elle est dans un écotone, hein, elle est dans une lisière, on ne sait pas trop de quel côté elle va basculer. La première fois qu'on marche ensemble, là, on part en marche, et elle me dit, mais vous savez, aujourd'hui, ça m'a fait un bien fou de faire mon sac de sport et de venir seule, parce que son mari l'avait accompagnée. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'on n'était pas guidé dans nos interventions, voilà, sur ce concept de curatif, palliatif. Cette patiente, elle était bien parce qu'elle n'était pas en train d'être positionnée dans un espace défini de la temporalité de son cancer. Elle était bien chez nous parce qu'elle était dans le présent. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait vivre nos groupes et qu'on fait vivre le service. Néanmoins, ces prises en charge de groupe, comme je vous le disais, il y a certaines limites et on a arrivé en dégager 3. On se pose la question de la légitimité. On a des patients, des fois, qui sont trop d'un côté ou trop de l'autre et qui se questionnent sur qu'est-ce que je fais ici dans un programme de soins de support alors que je vais bien, puis il y en a d'autres qui vont pas bien. Ou au contraire, moi, je suis tellement faible, j'en vois qui sont bien. Voilà, pourquoi, comment on adresse aussi ces patients chez nous. C'est des questions qu'on a en ce moment, hein, on n'a pas forcément de réponse, mais c'est quelque chose qui nous questionne en fonction des patients que l'on a. Ce que je peux dire, c'est comme on disait, on est aussi aujourd'hui dans des traitements de cancer où on allonge aussi des durées de vie, où sur le papier, on se dit, oulala, ça va pas aller très très loin. Et puis la réalité des choses et du service, c'est de se dire, au final, on accompagne des gens qui vont plus loin. Et voilà, on leur donne du présent et de la vie dans le présent, quoi. La deuxième limite aujourd'hui pour nous aussi, c'est la question des échanges entre les patients. On parlait des mots, de ce que ça pouvait, le mot MOTS, qu'est-ce que ça pouvait, quand on l'entend, quand on entend d'autres patients parler, oui, moi, potentiellement dans 4 mois, je suis mort, et là, je prends 15 jours pour aller en vacances avec ma famille, parce qu'il faut que je profite, alors qu'on n'est pas forcément dans ce parcours-là, ou ce parcours-là de vie. Donc là aussi, on se questionne, comment on fait dans le groupe pour, est-ce qu'on doit intervenir, pas intervenir, est-ce qu'on laisse libre les échanges. La psychologue travaille beaucoup avec les patients sur ces questions-là et comment on accueille en tout cas ce vécu. Ce qu'on se rend compte, c'est que le groupe est ultra bienveillant et qu'au final, on a des patients qui se révèlent être très englobants et celui qui est englobant le lundi et qui va être un peu moins bien le mardi parce qu'il a reçu des résultats qui sont pas top, et on en a un autre qui prend le dessus. Et voilà, il y a comme une petite société, quoi, hein, quand on n'est pas bien, il y a quelqu'un qui prend le relais, etc. Et il y a toutes ces échanges-là qu'on voit se créer, se drainer. C'est pour ça qu'on tient aussi beaucoup à ce temps de marche en extérieur pour se dire, super, ils partent marcher 1 heure avec les patients dehors, là, dans leur super parc. Voilà, au-delà de l'activité physique, leur dire, vous êtes capable de faire de l'activité tout seul, la marche, ça coûte rien, vous pouvez y aller. On se rend compte aussi que c'est un temps d'échange. Ils ont l'espace-temps de pouvoir le faire. Ils sont seuls, il n'y a pas le mari, il n'y a pas les enfants qui interagissent. Ils se retrouvent avec leur père. Et il y a très rapidement, on est très étonnés d'ailleurs hein, quand on les écoute parler de la profondeur des sujets qui peuvent être discutés à ce moment-là, et des choses où ils nous disent, mais en fait ça, j'ai jamais osé le confier à ma femme. Voilà, les sujets autour des enfants. Enfin, il y a des choses qui... Le groupe nourrit beaucoup de choses, quoi. Et la dernière limite qu'on a aujourd'hui, c'est la durée de séjour. C'est-à-dire que quand on accepte de recevoir des patients avec de tous les écosystèmes, on se confronte aussi à des gens qui vont inéluctablement se dégrader. Donc voilà, comment on fait pour les accompagner dans ces changements d'objectifs, dans des états qui vont être amenés à ne pas aller vers le mieux. Donc voilà, c'est aussi des questions aussi sur lesquelles on se questionne, et effectivement je pense que le relais des équipes de soins palliatifs, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir se mettre en lien pour pouvoir avancer sur ce questionnement-là, je pense. En conclusion, je voudrais vous présenter un projet qui me semble bien résumer la collaboration des paramédicaux, en tout cas en soins de support, de notre service, et qui montre comment on anime aussi du collectif avec tous ces écosystèmes. Vivre avec mon cancer, ce sont nos sorties sportives. 2 fois par an, nous proposons à nos patients de venir découvrir une activité sportive en dehors du cadre sécuritaire de la clinique. Et en général, on essaie de trouver une petite activité sur laquelle ils n'oseraient pas aller. Et on les a emmenés au mois d'octobre. On a emmené un groupe de 8 patients faire du golf à Mérignac. Cette sortie est bien entendu préparée en amont et a pour but de reprendre les objectifs à aborder dans le centre, c'est-à-dire savoir s'échauffer, connaître ses limites, avoir repris confiance en ses capacités, en son image de soi, savoir gérer sa médication face à la douleur, prendre du plaisir, et tout ceci porté par le groupe. Ensemble, ils sont plus forts et ensemble, ils vont plus loin.
Ce que j'aurais envie de dire, c'est que voilà, on vit pas d'écosystème ou d'écotone. Nous, on vit un groupe de patients qui sont en quête de bons moments et de plaisir partagé pour être dans la vie à l'instant T, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous voyez cette table, elle a commencé à mettre en lumière une collaboration entre deux personnes, donc des modalités de coordonner, d'être dans des institutions différentes, mais de réinjecter les éléments qui font partie du parcours du patient. Puis on est passé à une vision qui est plus entre équipes, mais donc dans des rapports de voisinage qui ont envie de se consolider. Vive Baya! Mais néanmoins, aujourd'hui, la question se pose, c'est comment des soignants et des cadres ne sont pas uniquement dans des transmissions, mais dans des rapports de collaboration. Et après, là, on a entendu des voisins qui nous disent, mais comment on peut accueillir, et dans la diversité des étapes de soins et des besoins, mais aussi avec peut-être une connaissance à approfondir, parce que vous émergez dans le paysage aussi, et peut-être que, comme les généralistes disent depuis très longtemps, vous êtes là depuis 18 mois, mais on sent bien que se reconnaître pour apprendre à faire ensemble reste encore un élément sensible. Et pour conclure, nous avons l'assistante sociale qui nous a proposé, et que je trouve ça incroyable. Tout à l'heure, quand je lui disais, tu as envie de clôturer, je dis, je passe en dernier. Je dis, oui, mais c'est le mot qui enveloppe probablement, parce qu'elle nous propose d'écouter aussi des regards sur comment aujourd'hui ces femmes-là, ces assistantes sociales-là, créent d'autres formes d'alliance aussi avec les patients et les familles quand elles vont à domicile. Merci. Donc, deux situations que je vais vous présenter pour illustrer peut-être l'écotone à la lumière de la prise en charge sociale. La première, celle de Madame L, patiente de 84 ans, en situation palliative symptomatique exclusive d'emblée, dans le cadre de la découverte d'une carcinose péritonéale et tumeur colique sténosante sur exploration d'une anémie fériprive sous Xarelto. Ouf. La patiente a exprimé clairement qu'elle ne souhaitait pas avoir de traitement spécifique. Quel est le motif de la demande de notre intervention ? Donc cette demande, elle vient du spécialiste et c'est pour élaborer le devenir, un soutien du patient, de l'entourage et une aide à la décision. Madame L vit seule à domicile dans un appartement qu'elle occupe depuis 50 ans. C'est une ancienne femme de ménage. Elle a 3 enfants, dont un enfant décédé, et il y en a 2 présents lors de notre visite, un fils et une fille. Elle a des aides à domicile qu'elle finance elle-même, soit 4 heures par semaine. Madame n'est pas éligible à l'APA parce qu'elle n'en relève pas, elle est trop autonome. Le contexte, le 3 juin, donc nous, c'est-à-dire le médecin, l'infirmière et moi-même, on se rend chez Madame L, qui est donc en présence de ses enfants, et nous sommes face à une dame très inquiète, fermée, vraiment à l'idée de nous recevoir. Les enfants nous précisent qu'elle est traumatisée par l'annonce du diagnostic récent et de l'orientation simultanée vers l'EMSP. Donc elle nous dit aussitôt, simplement la seule phrase qu'elle dit, c'est qu'elle veut rester chez elle jusqu'au bout et qu'elle ne comprend pas notre venue. Donc la question que je me suis posée, et qu'on s'est posée, c'est comment faire alliance, enfin en tout cas sous mon prisme, comment faire alliance avec Madame et que vais-je pouvoir lui apporter ? La richesse d'être en équipe pluridisciplinaire, c'est que du coup le médecin et l'infirmière sont allés avec Madame pour l'examiner dans sa chambre et que moi je suis restée avec les enfants qui m'ont pressée de questions, vraiment tous azimuts, à laquelle j'ai essayé de répondre, mais on sentait que l'émotion était vraiment palpable et ça a permis aux enfants de dire aussi ce que traversait leur mère, qui, en fait, ils ont relaté le décès de leur frère, brutalement, à l'âge de 47 ans, quelques années auparavant, d'un infarctus, de sa voisine chérie, une amie, je veux dire, qui avait été renversée pendant la période Covid et qui est décédée suite à cet accident, et également d'un couple de voisins, depuis 50 ans, qui avait été placé manu militari par la fille en EHPAD. Donc tout ça, en fait, résonnait chez Madame L, et on pouvait comprendre aisément, en fait, sa réticence à nous recevoir. Quel a été notre objectif ?
d'accompagnement, en fait. Ça a été de maintenir Madame au domicile le plus longtemps possible, comme elle le désirait. Et pour ma part, en ayant vu avec les enfants que c'était elle qui finançait intégralement ces aides à domicile, ça m'a permis de débloquer une prestation spécifique des soins palliatifs qui finance largement les interventions à domicile, tout comme d'ailleurs du petit matériel si on en a besoin. Donc j'ai fait ça et finalement, pour Madame elle a pu rester chez elle. Le constat ou la conclusion, c'est qu'elle a pu rester chez elle. Donc on l'avait vu le 3 juin, elle a pu rester chez elle jusqu'au 26 juillet avec des aides à domicile. On était même repassé avec ma collègue infirmière un mois après, donc le 3 juillet, et elle avait à peine ouvert la porte. On lui disait juste un petit coucou pour lui dire que voilà, on la suivait à distance et qu'on était toujours disponible, toujours avec une grande méfiance. Et donc, elle est rentrée chez nous le 26 juillet et elle a été admise donc sur les LISP et elle est décédée le 28. Voilà, ce qu'on peut constater, c'est que l'alliance a pu se faire finalement par l'intermédiaire des enfants. Voilà, et qu'on a respecté le temps de la patiente et son souhait de maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc ça, c'était la situation 1 de Madame L. Et la situation numéro 2 de Monsieur D, patient de 68 ans en situation palliative spécifique dans le cadre d'un carcinome non à petites cellules pulmonaires avec atteinte médiastinale et cérébrale au premier plan. Le motif de la demande, toujours par le spécialiste, c'était une évaluation du devenir et en particulier l'organisation d'un projet de retour à domicile et également l'accompagnement de l'entourage et du patient, bien sûr. Le mode de vie, Monsieur D vit à domicile et il a un fils de 17 ans, pensionnaire, qui ne rentre que le week-end. Monsieur est retraité mais garde une activité de commerçant. Le contexte de la rencontre, Monsieur D a été vu que par le médecin de l'équipe mobile le 8 septembre. Ce patient n'a pas de plainte symptomatique en dehors de son instabilité à la marche. Il se livre peu et rassure notre collègue sur la situation de son fils parce qu'il a un relais amical et des amis sur qui il peut compter. Sa seule demande, en fait, c'est d'avoir une permission pour le week-end et même il manifeste son impatience d'être hospitalisé. Donc, la prise en charge palliative n'a absolument pas pu être évoquée avec ce patient lors de l'entretien avec le médecin. Mais Monsieur D avait été vu déjà au cours de son séjour en pneumo par ma collègue assistante sociale du service. Et c'est en fait ma collègue qui m'a interpellée dans le cadre de la prise en charge sociale. Je n'ai pas vu le patient, mais en fait, je suis intervenue auprès de ma collègue parce que les missions de l'équipe mobile sont la prise en charge du patient, de l'entourage et des équipes soignantes. Donc on a un triptyque. Et donc là, vraiment, ma participation a été auprès de ma collègue. Comment ? En fait, on a échangé par plusieurs entretiens téléphoniques sur les questions posées par cette situation, que soulevait cette situation. Quelle est la personne de confiance ? Quelles sont les personnes ressources ? Le fils est-il informé de la maladie de son père ? Quelle est la place de la mère ? Où est la mère ? Que se passera-t-il au décès de monsieur ? Car le fils est mineur. Enfin, y a-t-il un testament ? L'aspect financier ? Et puis, sur le projet du retour à domicile, comment accompagner ce projet, puisque c'était la demande initiale. Avec quelles aides ? Donc, l'accompagnement s'est fait au bénéfice du patient, mais en fait, c'est fait auprès de ma collègue. Et avec, je dirais, comme but de la conforter dans toutes ces interrogations qui étaient légitimes dans cette situation, et au sujet du patient et de ses proches, de relire avec elle les démarches entreprises auprès du lien qu'elle avait fait avec l'assistante sociale du lycée, avec la maison départementale de la solidarité, avec différents interlocuteurs, de l'aider à ajuster son positionnement, ce qui n'était pas simple parce qu'il y avait une part de choses qu'on ne maîtrisait pas, parce que monsieur, en fait, gardait des informations et ne donnait pas tout, donc c'était difficile de s'appuyer un peu sur la réalité de son domicile.
et du coup d'apprendre à travailler avec justement ces limites qu'imposait le patient. Et également, à travers les entretiens que j'ai eus avec elle, eh ben, c'était de l'accompagner dans le fait de prendre de la distance un peu par rapport à cette situation et d'accepter de ne pas forcément tout maîtriser, que tout ne soit pas bordé, que tout ne soit pas parfait et en vue de ce retour à domicile. En réalité, monsieur est rentré chez lui le 30 septembre avec des soignants et des amis. Et son séjour à domicile a duré environ 7 semaines, intercalé avec des HDJ. Et il est revenu sur les LISP, enfin il est entré sur les LISP le 23 novembre et décédé le 3 décembre. Donc s'il y a un petit zoom que je voudrais éclairer sur cette situation, c'est que finalement le patient a un projet qu'il nous faut accepter autant que possible. C'est essayer de faire confiance au patient et aider, en fait, mon rôle a été finalement d'aider ma collègue à consentir à cette prise de risque tout en la rassurant et en la soutenant dans les démarches qu'elle avait entreprises pour monsieur et pour son fils. Et là, je dirais que finalement, le bilan, c'est une richesse de la collégialité, voilà, dans cette prise en charge. Voilà, merci. Monsieur Blou, d'habitude, c'est vous qui regardez l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il est 5h30. On est bon, là Et grâce aux paramédicaux, nous sommes dans les temps. Il y a effectivement que cette table ronde qui a tenu l'horaire pile. Vous avez même commencé un peu en retard et vous terminez pile à l'heure. C'est merveilleux, ça laisse de la place à un petit peu de discussion avant qu'on fasse des échanges avant d'arriver peut-être à extraire quelques temps forts de cette journée et puis de passer la parole à nos organisatrices pour une conclusion et une mise en perspective. Moi, j'ai noté une dimension qu'on n'a pas évoquée beaucoup depuis ce matin à la clinique des Hauts-de-Senon, c'est la pérédance. C'est l'aide par les pairs. Et alors en soins palliatifs, évidemment, c'est pas facile qu'un malade en situation palliative, notamment avancée, soit aidé par un autre malade en situation palliative. Quoique, je sais pas. Mais en tout cas, par contre, par des personnes qui ont été endeuillées, mais qui veulent faire bénéficier de leur expérience, d'une HAD palliative, etc. Et en tout cas, dans votre structure, les patients s'aident entre eux, s'écoutent entre eux et se permettent qu'il y ait une maïotique qui se fasse avec des choses qui se disent, comme vous dites, ils disent à leur père, PR, des choses qu'ils n'auraient pas dit à leur épouse ou leur époux. Et ça, c'est assez magique. Et des choses qu'ils ne peuvent entendre que d'eux aussi. On se rend compte qu'il y a des messages indirectement. On se rend compte, nous, qu'on fait passer des choses aussi par les pairs, quoi, par les collègues, quoi, des choses qu'en direct, ils ne sont pas en capacité d'entendre. Mais quand c'est dit ou évoqué, voilà, on essaye de relever des choses aussi. Et oui, on est étonnés, nous aussi, de ça. Ça fait partie des jolies surprises depuis l'ouverture, quoi. Mais voilà, toute la difficulté, c'est d'arriver à bien la guider, quoi. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On se chemine progressivement vers un moment de pause et puis on regarde tout ce qu'on a partagé ou on essaie de se faire une conclusion. De faire une conclusion de 10 minutes, peut-être à nous deux, et puis de vous laisser ensuite conclure vous sur l'organisation de cette journée. Je vais peut-être vous joindre à nous. Non. On avait, sur le programme, vous avez marqué ça. On fait comme le programme. C'est votre moment, je crois. C'est difficile de conclure tout ça. Je vais en mettre une comme ça. Je vais vous la donner.
pour moi, aujourd'hui, la question... quand je me mets dans une réflexion, et on dit que dans la réflexion éthique, son pire ennemi, c'est le conformisme. Parce que si on est dans le conformisme, plus rien ne nous étonne. Et au fait, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que il y a des peurs de quelque chose. En fait, on a des peurs, mais je vais vous parler avec beaucoup de simplicité, parce qu'il ne s'agit pas de vous faire une analyse. Il y a des peurs de se rendre compte qu'au fait, on a besoin de l'autre. On a peut-être peur de revoir une façon de penser une société qui continue à être basée sur l'interdépendance. De se dire qu'au fait, autant de l'aide-soignant jusqu'au chirurgien, mais c'est un chemin qui se relie et qui a besoin effectivement d'être dans cette collaboration, dans ce penser ensemble. Alors, je trouve que les institutions ne facilitent pas ça, encore moins avec l'extérieur. Et quand je vous écoute depuis ce matin, avec justement des spécificités d'outils pour effectivement l'identification des besoins ou d'émotions, quand on se rend compte que la question est insistante de la part du patient, mais ce qui relie cette dimension qui est à inventer dans cette journée, c'est ce que disait tout à l'heure aussi François, c'est de ne pas rester seul. De ne pas rester seul face à la situation qui nous confronte à quelque chose qui peut être difficile, encombrante, ou qui ne nous permet pas d'aller dire coucou à notre voisin, parce que on fonctionne par équipe, par secteur, par compétence, par formation, par outil. Et ce pas rester seul, est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est un environnement architectural qui favorise les liens et les rapports de voisinage? Est-ce que c'est aujourd'hui essayer de penser pas uniquement des prises en charge spécifiques? Alors, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup interpellée, qui venait autant de vous, docteur Pouget, que de votre confrère. À un certain moment, donc c'était le binôme avec lequel vous parliez. Et à un certain moment, il dit une chose incroyable. C'est la place des soins palliatifs précoces après. Et je dis, mais j'ai pas compris le sujet de la journée alors. Mais c'est intéressant. Il s'agit pas de dire ce qu'il a dit ou ce qu'il a pas dit. C'est qu'au fait, ce mot vient comme une évidence. C'est que c'est des choses qui sont encore, dans des rapports de. Ok, je peux t'en parler qu'à un certain moment, là, il y a quelque chose peut-être qu'on peut faire ensemble. Et puis, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez de créer des espaces particuliers pour ces patients-là. Eh bien non, peut-être pas. Peut-être il faudrait que vous soyez vraiment tous ensemble. Parce que quand on rentre dans une maladie qui est complexe, certes, la maladie cancéreuse, mais peut-être d'autres aussi, eh bien, il y a une pluralité de figures du soin qui sont à des moments différents utiles et qu'on active avec l'accord de la personne. C'est en ça qu'effectivement, ce n'est pas, comme disait mon collègue de droite, mon voisin de droite, que c'est peut-être éthiquement classe de donner la possibilité aux patients de choisir. Non, c'est pas que c'est classe. C'est qu'au fait, la décision partagée amène les deux personnes à se rencontrer et à s'écouter et à prendre le temps de comprendre où en est l'autre dans ce que j'essaye de lui proposer, comment l'autre peut aussi me dire, vous savez, docteur, si j'avais su le coût des chimios que vous mettiez dans les veines, j'aurais fait un dernier voyage avec ma famille. Et ça, il faut aussi l'entendre. Donc, c'est pas complètement absurde de devoir prendre un bateau et de partir de l'autre côté du monde. Peut-être pas, parce que pour lui, c'est ça, effectivement. Bon, moi, je parle pas comme le docteur à côté, mais néanmoins, je voulais rebondir un instant sur les propos que vous disiez, qui sont incroyablement justes, parce que c'était une des premières réactions qu'on a eues ce matin quand vous avez dit, nous, à côté... on rame, quoi. Je veux dire, on essaye d'être dans des moments de l'annonce, puis il y a un trou, et puis on se retrouve à domicile, mais on comprend rien de ce qui s'est passé pendant. Et vous cachez les résultats. Ça, c'est non, mais c'est pas grave. Mais vous avez l'honnêteté de le dire, c'est super beau. Voilà, parce que quelque part, on se rend compte qu'à certains moments, c'est pas facile de parler de quelque chose qu'on reçoit sur un papier et on se dit mais comment je vais le dire à l'autre? Parce qu'au fait, vous avez besoin d'en parler peut-être entre vous tous avant de dire quelque chose à l'autre. Alors, moi, je sais pas s'il faut des outils, je sais pas s'il faut des espaces,
Mais je pense qu'il faut des humains, comme nous tous. Et il faut surtout aussi sûrement un peu de moyens. Et ça, il faut permettre effectivement aux politiques de se sentir concernés par ce qui se dit. Dans un hôpital, il y a 2 directeurs. En moyenne, il y a combien de salariés? Moi, je dis toujours qu'à certains moments, si on veut dire des choses, on peut aussi se les dire en descendant sur la place publique, en disant que peut-être qu'on peut penser et reconsidérer notre façon de travailler ensemble. C'est une journée qui, selon moi, a mis l'accent sur le fait que ce soit une vision d'une dynamique qui est en train de se dynamiser ici, ou que ce soit des médecins qui se posent des questions sur comment je fais, à quel moment, est-ce que je peux, est-ce que tu entends, est-ce que je te connais trop, je peux plus te le dire. Et des équipes, au fait, tout le monde se demande comment, en fait, on s'écoute. Pour essayer, je dis pas qu'il faut construire un énième staff virtuel, à distance ou en présentiel, mais que c'est que cette participation collective amène sûrement à avoir sûrement une forme de prise de... C'est pas une décision, mais c'est une orientation adaptée et adoptée par le patient. C'est peut-être ça qui est le plus délicat, mais qu'il y a une complémentarité des acteurs depuis ce matin qui démontre bien que cette biodiversité punk, vous avez bien raison, qu'il faut maintenir cet espace qui n'est pas anarchique en soi, mais qui est au contraire libéral, libertaire, créatif et... comment on dit par rapport à l'écologie et écologique, qu'il faut le maintenir vivant. Moi, je suis surprise d'entendre toutes ces choses qui nous maintiennent dans la conscience qu'au fait, on ne travaille pas par rapport à notre propre objectif, mais plutôt au désir de l'autre. Voilà ce que je pouvais me permettre de vous dire. Monsieur Blot, que dites-vous, vous ? Non, moi je vais rien dire, je trouve ça très très bien comme ça, et tu as dit magnifiquement plein de choses, et j'ai pas mieux ou plus à dire, donc si ça vous va, moi je trouve que c'était très bien. Bah voilà, on y arrive. Bah moi je vais vous remercier parce que vraiment tous les deux vous avez été formidables, parce que cette journée on a créé quand même un espace avec des humains. Mais c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai adoré travailler avec vous, j'ai adoré construire cette journée. Merci vraiment à tous les intervenants parce que vous avez beaucoup travaillé, on vous a beaucoup sollicité. Et la présentation que vous avez faite était vraiment intéressante et c'était génial. Vraiment, moi, j'ai appris plein de choses. Je suis ravie de ce qui a été produit. Je vais vraiment remercier tous ceux qui sont venus, puis pour les questions également. Merci de tous ces échanges. On refera. Je voudrais vraiment avoir un mot quand même pour la fondation qui nous a permis de faire cette journée, parce que ça nous a demandé du temps, ça nous a demandé de l'énergie. Merci à Cas Palliatif également de nous avoir accompagnés dans ce projet. Je vais avoir une pensée toute particulière pour l'équipe mobile qui a beaucoup œuvré. Hein. Sandrine, vraiment, tu as beaucoup travaillé aussi à cette journée. Tout le monde, toute l'équipe mobile a énormément œuvré. Mes collègues qui sont là en face de moi et qui ont beaucoup travaillé à ça aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Et je vais quand même avoir une pensée, mais vraiment, pour le coup, très très particulière pour Dauphine. Parce qu'elle a été très discrète aujourd'hui. Et en fait, elle est à l'œuvre depuis le début, de façon très acharnée, de façon très efficace, de façon juste. Elle a été géniale. C'est vraiment grâce à toi qu'on a pu le faire. On l'a fait toutes les deux, on l'a fait tous ensemble. Mais vraiment, merci beaucoup Dauphine pour tout ce que tu as fait aussi pour cette journée. Merci beaucoup pour le service de com également qui nous a beaucoup aidé. On vous a demandé tout le temps plein de choses. Voilà. Je te laisse la parole Dauphine juste pour les... Merci beaucoup. Je veux juste dire que, merci pour ce que tu viens de dire, Élise. Et honnêtement, c'est de l'organisation. C'est vous tous qui avez fait vivre cet écotone aujourd'hui. Donc, franchement, je m'attendais à un truc chouette, mais je suis vraiment très heureuse de ce qui est ressorti aujourd'hui. Je suis très touchée de l'implication de chacun là, dans cette journée, que je trouve qu'il y a pas une personne qui a fait défaut et tout ce qui a été dit était riche. Et donc, merci beaucoup. Ça vaut le coup de ça vient pas chic, mais ça vaut le coup de s'emmerder un peu. Voilà. Bon, et juste un petit mot. On a dans les
dans vos sacs qu'on vous a distribués. Il y a un questionnaire de satisfaction. On aimerait beaucoup, si vous voulez bien, prendre quelques minutes pour y répondre. Notamment parce que cette journée, on a bien aimé quand même effectivement l'organiser. On aimerait bien en faire d'autres. Et on aimerait bien avoir votre avis sur la suite. Et si vous avez des idées, dites-le nous, on les suivra. Et sinon, de toute façon, nous, on a des idées. Donc, restons en contact. On veut les vôtres, oui. Mais en tout cas, voilà, restons en contact et j'espère qu'on va pouvoir vite refaire ce genre de choses. Et merci encore. Voilà. Merci beaucoup.